quelles sont ces innovations qui arrivent dans le jeu vidéo? On en parle avec Michael Pastor, président de Polyptych, à l'origine de Vromber, qui est le premier jeu de course en remote reality pour smartphone. Et vous nous expliquerez évidemment très rapidement de quoi il leur tourne avec le remote reality. Et nous avons en plateau Guillaume Monteux, que tout le monde connaît dans Smartech, président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising, et également notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. En visio, c'est Jean-Bernard Grasset que j'ai convié, cofondateur et producteur de jeux vidéo chez Monochrome, un studio de création 3D temps réel, d'expériences immersives, et qui travaille en ce moment même sur un tout nouveau jeu. Alors, on va démarrer ensemble, Michael Pastor, parce que ce remote reality m'interpelle. De quoi il s'agit? Expliquez-nous ce que ça change par rapport à la vraie réalité, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Alors, la remote reality, en fait, c'est la capacité à prendre le contrôle d'un objet à distance et en temps réel. Donc, à travers un flux vidéo et un flux de commandes, où que l'on soit dans le monde, on peut contrôler un objet réel. Par exemple, si on est à Sydney, on peut contrôler une voiture ou un robot qui est basé à San Francisco. Donc, nous, on applique ça... C'est une télécommande. C'est une sorte de télécommande, sauf qu'on utilise, en l'occurrence, pour nous, pour Vromber, le premier jeu de course en remote reality pour smartphone au monde. On utilise donc un smartphone. Et les joueurs du monde entier peuvent piloter des voitures à l'échelle 1/10 qui sont hébergées sur nos circuits et donc s'affronter les uns contre les autres. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas de pilote dans ces voitures. Alors non, puisqu'elles sont à l'échelle 1/10, donc on ne peut pas rentrer dedans. Donc on est sur un mini-circuit avec des mini-voitures de course et le pilote est à distance derrière son smartphone. Exactement, et donc on a prouvé lors de nos tests que où que l'on soit dans le monde, on peut prendre le contrôle de ces voitures qui sont hébergées sur nos circuits, que ce soit en 4G, en 5G ou même en Wi-Fi. Et qu'est-ce que ça change comme type d'expérience? Ça change tout, puisque tout est réel. Donc le jeu est régi par les lois de la physique et non pas par un ordinateur préprogrammé. Et donc en fait, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans quelqu'un, il va y avoir des carambolages, vous pouvez aller dans le mur. Et donc ça, en fait, en termes d'expérience et en termes de réalisme, on ne peut pas aller plus loin, puisque c'est la réalité. Et donc ça, c'est vraiment une expérience qui change tout. Et c'est ce que les joueurs nous ont déclaré vouloir obtenir dans les jeux du futur, c'est toujours plus de réalisme. Alors, on va continuer sur ces innovations qui arrivent avec Jean-Bernard Grasset, je disais, du studio Monochrome. Vous êtes en train de travailler, vous, sur un tout nouveau jeu. Quelle est la principale innovation que vous apportez avec ce jeu, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, si vous pouvez me le rappeler? C'est Tandem Tales of Shadow. Exact, Tandem, oui. Je dirais pas qu'il y a vraiment d'innovation en fait dans le jeu. Nous en fait on a deux activités. On a avec un positionnement un peu unique, c'est-à-dire effectivement on produit nos jeux vidéo, mais on travaille aussi pour des marques comme une société de service, et ça depuis plusieurs années. Et en fait l'innovation majeure que l'on peut noter dans le secteur du jeu vidéo actuellement, c'est l'intérêt qu'ont les marques avec ce secteur. Enfin, nous, on est convaincus que le jeu vidéo sera le média du 21e siècle, et on voit de plus en plus la fusion entre le monde des marques et le monde du jeu vidéo, et pour nous, c'est la véritable innovation. Après, pour nous, chaque jeu est l'occasion, bien sûr, de tester des nouveaux principes de gameplay. Après, le jeu qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un jeu casual. Ça veut dire qu'il va aussi bien s'adresser à des experts du jeu vidéo qui vont y trouver leur compte, mais aussi à une population, on va dire, moins aguerris, qui peut être des joueurs occasionnels ou même des gens qui ont joué comme moi quand ils avaient 16 ans et qui maintenant reviennent aux jeux vidéo, quoi. Parce qu'on voit de plus en plus de gens de tout âge jouer aux jeux vidéo. Mais vous parlez d'un puzzle plateforme d'un nouveau genre, c'est-à-dire? Alors en fait, ce qui est très difficile dans le jeu vidéo, c'est de créer ce qu'on appelle un nouveau gameplay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 100 jeux vidéo qui sortent par jour, tout en sachant que les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 80, donc ça fait des centaines, voire des millions de jeux vidéo qui sont sortis. Et en fait, la grande difficulté, c'est d'avoir un gameplay, c'est-à-dire une proposition d'expérience de jeu novatrice. Donc en fait, nous, ce jeu, en fait, le premier workshop qu'on a fait, c'est de voir... est-ce qu'on peut créer un gameplay qui n'a jamais été vu? Alors ça, c'est quasiment impossible. C'est comme dans la création artistique. Enfin, créer quelque chose ex nihilo, sans influence, c'est très difficile. En revanche, on a trouvé un gameplay en jouant sur deux personnages et avec un système d'ombre qui ont quand même été très peu utilisé dans l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire sur les doigts d'une main, quoi, en fait, quoi. Et ça, le but, c'était vraiment de proposer quelque chose d'unique et un petit peu nouveau, quoi, en fait. Ok, alors Guillaume, l'innovation dans le jeu vidéo, c'est pas que des technos ou des nouvelles expériences, c'est aussi des business models
qui changent. Le business model et le jeu vidéo est synonyme en fait d'innovation parce que les joueurs sont tellement exigeants aujourd'hui que voilà, il faut innover, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que disait monsieur, c'est-à-dire que on peut apporter un gameplay, on peut apporter une direction artistique, on peut apporter de la techno, comme c'est le cas sur Vomber, mais il faut intéresser le joueur. Et donc voilà, c'est là tout le débat, si vous voulez, de tous ceux qui veulent participer à cette industrie. Et vous avez raison, il y a des nouveaux business models qui se créent, notamment parce qu'aujourd'hui, le joueur, il est connecté. Donc comme il est connecté, évidemment, on peut lui apporter de la publicité en ligne, et notamment, comme le disait le patron de chez Monochrome, par les marques. Et puis, on peut apporter des nouveaux business models, comme celui de l'abonnement, typiquement, qui est apparu il y a quelques années et qu'on voit avec PlayStation Now ou avec le Xbox Game Pass, par exemple. Et les lancements sur les plateformes de crowdfunding, par exemple, ça, c'est quelque chose qui s'impose, c'est une nouvelle tendance. C'est génial, parce que ça permet à des milliers de jeux, même à des jeux de micro-niches, là. Je pense... Vomber, c'est le cas, hein. Vous allez lancer une campagne de crowd. Oui, tout à fait. On commence notre campagne à partir du 20 avril. Donc, on invite tous les gens qui nous regardent à s'inscrire et à participer, à nous aider s'ils veulent participer à l'aventure Vomber. Parce que l'objectif, c'est, avec le crowdfunding, c'est de développer le jeu avec la communauté et pour la communauté. Et ça, c'est super important. Et on pense que ce qu'on fait avec Vomber, ça va plaire à de nombreux joueurs. Voilà. Oui, c'est un peu l'intérêt de cette plateforme de crowd, c'est que ça évolue aussi avec les attentes des joueurs. Exactement, et on peut voir apparaître des jeux complètement fous. Je pense à un jeu qui s'appelle Outbreak, qui a fait l'objet aussi d'un crowdfunding sur Kickstarter. Ils ont levé, je crois, $24 000 ou $40 000, je ne sais plus exactement combien, mais l'idée, c'est d'être un chasseur de tornades et de tempêtes. Donc, ils ont remodélisé le monde, ils capturent la météo, si vous voulez, en temps réel. Et donc, le joueur va, dans certaines régions, observer et aller au cœur des cyclones et des tempêtes. C'est plutôt rigolo. Et ça, typiquement, sans crowdfunding, je pense que le jeu, il n'aurait jamais vu le jour. Et Jean-Bernard Grasset, quand vous parliez de ces liens entre le jeu vidéo et les marques, vous pensez à quoi précisément? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Alors, ce qu'on a vu, c'est, on va dire, 2-3 dernières années, c'est des partenariats. Il y a des marques de luxe qui ont fait des partenariats avec des grandes plateformes gaming comme Fortnite ou Animal Crossing. Et là, c'est généralement, vous savez, dans un jeu vidéo, on a un personnage que l'on habille avec ce qu'on appelle une skin. Il y a eu des partenariats avec Louis Vuitton, par exemple, où le directeur artistique Nicolas Guéquière a créé une skin spécifique, donc un habit virtuel. Et là, on rejoint un peu le truc sur les NFT actuellement. Et ça existe depuis très longtemps dans le vidéo, à créer un habit virtuel pour un personnage de jeu vidéo. Maintenant, ce qu'on voit arriver comme demande, c'est même la création de jeux vidéo. C'est-à-dire que demain, des marques, et demain, quand je dis demain, c'est peut-être cette année ou l'année prochaine, créeront un jeu vidéo. Alors, la question, c'est que va-t-on faire dans ce jeu vidéo? Forcément, on ne va pas tuer des monstres ou des choses comme ça. Et c'est là qu'est le débat intéressant. Et en fait, ça préfigure un plus grand projet qui est le métaverse, c'est-à-dire en fait un nouveau monde virtuel basé sur le gaming, sur le dialogue entre un utilisateur et son contenu, donc très immersif, très photoréaliste, très détaillé et avec de grands pouvoirs, quoi. Donc je pense qu'on va voir à terme l'événement d'un nouveau monde digital basé sur les codes gaming. C'est-à-dire, vous dites que le joueur demain vivra dans son jeu vidéo comme il vit dans la vie physique. Oui, sauf que actuellement on nous le reproche, on nous dit mais on va vivre dans un jeu vidéo. Mais je dis aux gens, les gens vivent déjà dans un monde virtuel. Parce que quand ils passent 7 heures sur leur téléphone portable, ils sont déjà dans un monde virtuel. Sauf que je pense que la proposition gaming sera complètement différente de la proposition digitale actuelle, où globalement les gens écoutent des podcasts pendant 30%, réseaux sociaux 30% et e-commerce. Mais les codes seront différents. Mais demain, effectivement, il y aura des gens qui vivront dans le monde digital actuel via les smartphones, etc. Et des gens qui seront vraiment dans le gaming. D'ailleurs, il y a des jeux comme Fortnite, on parle déjà d'un réseau social. On dit plus c'est un jeu vidéo. En fait, c'est un réseau social, en fait. Oui, c'est un réseau social, mais on n'est pas encore dans Ready Player One. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce mélange entre le réel et le virtuel. Vous pensez qu'on va vraiment se diriger vers ça?
On va se diriger vers ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le boss d'Epic Games, Tim Sweeney, qui, pour moi, est le vrai visionnaire du 21e siècle. Et globalement, lui, il bosse déjà sur le métaverse. Alors, il y a plusieurs plateformes, etc. Bon, pour l'instant, ce que ça donnera, on ne le sait pas. Et puis, bien sûr, il y aura aussi l'évolution de la technologie. On sait qu'on va aller de plus en plus vers du photoréalisme, c'est-à-dire que l'effet de la 3D va se gommer vers une perfection visuelle. Et puis après aussi l'événement de la réalité virtuelle. Pour l'instant, la réalité virtuelle, c'est une niche de spécialistes, mais demain, ce sera un marché B2C quand il y aura vraiment un device, enfin un matériel qui sera à peu près équivalent à l'avènement de l'iPhone. Quand on aura des lunettes qui nous plongeront dans un monde immersif avec la même qualité d'expérience que l'iPhone a apporté il y a à peu près 10 ans, ben là, on sera prêt à basculer dans un monde virtuel qui, pour moi, sera plus qualitatif que l'actuel. Alors vous êtes d'accord avec ça aussi, le type de support qu'on va utiliser peut modifier fondamentalement le rapport qu'on aura aux jeux vidéo ? On le voit avec l'arrivée effectivement de l'iPhone il y a une dizaine d'années. En fait, ça a tout changé. Le monde du gaming aujourd'hui est à 50% créé par le mobile gaming. Donc ça a pris une place très importante. L'avantage du smartphone par rapport à des lunettes, en revanche, c'est qu'on l'a dans la poche et que c'est pas intrusif. Et donc en fait, c'est toute la question de l'acceptabilité en fait de porter des lunettes en réalité virtuelle qui est ce à quoi va se confronter finalement l'avènement de la réalité augmentée. Parce que, Mais le smartphone, vous ne l'utilisez pas juste comme une application dans le cas de Vromber, ça va plus loin. C'est quoi ? C'est une nouvelle manette de pilotage de sa vie virtuelle, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Alors c'est une vie, nous on essaye de ramener du réel justement. Donc on a une approche différente de la réalité virtuelle puisque nous, l'objectif c'est de redonner du sens en fait à ce qu'on fait. On pense qu'il y a peut-être un peu trop de virtuel dans le monde dans lequel on vit et justement on veut ramener du sens avec du réel, donc en pilotant des objets réels et qui vont se comporter de manière réelle. Même si tout ça crée une fusion qui peut être un peu confusante entre le réel et le virtuel, hein. Je ne sais pas si on fait que ramener de la réalité. Dans le gameplay, qu'est-ce que vous voyez arriver, Guillaume ? Oh, il y a énormément de choses qui arrivent. Je voudrais peut-être revenir sur ce qui a été dit à propos de la réalité virtuelle. Moi, je reste quand même persuadé que le gaming aujourd'hui, c'est un moyen de se divertir, c'est un moyen effectivement de s'évader, voire de s'informer. Ça peut être très sérieux aussi. Et de communiquer. Et de communiquer. Donc il y a énormément de champs applicatifs aux jeux vidéo. Est-ce que demain, on va vivre dans un monde totalement virtuel ? Franchement, moi, j'espère pas, en tout cas, parce qu'on a 5 sens et les 5 sont tous aussi importants que les uns que les autres. En revanche, effectivement, ce à quoi je crois, c'est à la réalité effectivement augmentée. C'est-à-dire que peut-être avec des lunettes, peut-être avec des lentilles de contact, ce qui est sûr, c'est que notre environnement va être enrichi par des informations au travers d'interfaces qui vont être amenées à évoluer. On parle d'innovation. Alors, cette année au CES, ils ne nous ont pas annoncé grand-chose, mais l'année d'avant, je ne sais pas si peut-être parce que c'était 100% virtuel, justement. Peut-être, voilà. Mais dans la réalité de la vraie vie, dans le CES 2020, il y avait une société qui avait attiré mon attention qui s'appelait NextMind. Et ils avaient proposé un espèce de bandeau. C'était une interface qu'ils appelaient cerveau-machine. Et ce bandeau captait l'activité du cerveau, vous permettait de piloter les jeux. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'interfaces, j'imagine, qui sont peut-être déjà inventées ou à inventer. Et pour l'essence, il y a les interfaces haptiques. Hein. Alors, et il y a les interfaces haptiques. Ça fait 25 ans qu'on les attend, mais on ne les a toujours pas vu arriver, mais ça va arriver. C'est-à-dire cette capacité de toucher, d'avoir cette sensation de retour du toucher. C'est ça, et interface haptique, et émotionnelle. Il y a aussi des espèces de bracelets qui vous prennent le pouls, qui vous prennent la tension, qui vous prennent tout un tas d'éléments et qui arrivent à traduire ces éléments, on va dire, techniques en émotions et donc à vous faire vivre des expériences particulières dans le jeu vidéo. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'e-sport. Vous avez un pied dans l'e-sport avec un jeu de course réel. Oui, tout à fait. Nous, l'objectif, c'est qu'effectivement, les meilleurs joueurs se disputent des places pour des événements e-sport et donc s'affrontent pour décrocher le cash prize, quoi. C'est le principe de l'e-sport. Et surtout, ce qu'on pense, c'est que l'e-sport qui marche sur un marché d'audience, en fait, pour se développer, on doit aller capter des audiences plus larges. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est beaucoup de la jeune génération, mais la génération un peu plus âgée, dont je fais partie, finalement, regarde pas forcément encore trop l'e-sport parce que c'est des jeux auxquels on n'a pas l'habitude, on n'a pas joué quand on y était plus jeune. Et aujourd'hui, en revanche, d'avoir... on ne voit peut-être pas assez l'exploit sportif.
Alors, il y a peut-être ça, mais aussi des jeux qui soient plus accessibles. Et donc, un jeu de course, par définition, c'est universel. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. On comprend tout ce que c'est qu'un jeu de course et de passer la ligne le premier. Alors là, je ne sais pas si je vous suis, parce que dans l'e-sport, les jeux sont hyper accessibles. Enfin, les jeux de combat, il n'y a pas plus basique. Alors, les jeux de combat, certes. Tout le monde a vu un combat de rue, c'est assez proche de notre univers. Oui, mais les jeux qui cartonnent le plus, type League of Legends, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder. Moi, Oui, bien sûr. il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Je ne comprends pas forcément ce qui se passe au premier regard. Un jeu de course, c'est intelligible par tout le monde. Voilà. D'accord. Vous avez une réaction, Guillaume, là-dessus, sur l'e-sport? Sur l'e-sport, bon, on en a déjà C'est vrai parlé. que ça reste quand même, pour l'instant, un marché de niche. Ça reste un marché niche, mais effectivement, les cash prize sont très importants. Et puis, Les cash prize? les pool prize, c'est-à-dire là, on peut gagner énormément d'argent Ouais. dans l'e-sport. Et un joueur peut gagner plusieurs millions de dollars, voire plusieurs dizaines de millions de dollars par an, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est, pour revenir sur le fond du débat, c'est que la réalité virtuelle, elle est d'autant plus possible qu'il y a des notions d'argent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire en fait dans le jeu vidéo. On peut gagner de l'argent, on peut passer du temps, on peut rencontrer des gens, on peut vraiment tout faire. Voilà. Même conduire des voitures à distance, des vraies voitures à distance, vous voyez. Ça, c'est une innovation. Exactement. Jean-Bernard, on disait donc vous travaillez sur votre puzzle platformer qui s'appelle Tandem. Ça prend combien de temps encore aujourd'hui là pour produire un nouveau jeu? Alors ça prend à peu près 2 ans. Après, on a vraiment une chance en France, c'est qu'on a vraiment des aides publiques, que ce soit la région Île-de-France, le CNC. Et en fait, le dossier est un petit peu long à monter, mais globalement, l'État peut financer jusqu'à 50% de la production d'un jeu vidéo, tout en sachant que nous, on est dans le secteur du jeu vidéo indépendant. Il y a les Ubisoft, etc., qui sont des AAA, des très grandes entreprises. Mais le jeu vidéo est vraiment soutenu. Et en fait, sans ces aides, on ne pourrait pas le faire. Mais en gros, c'est parce que c'est quand même un projet de 2 ans, avec des ressources quand même très pointues, parce que les designers 3D, ce sont des gens qui sont Bac+5, qui ont des bons salaires, donc il faut bien les rémunérer. Donc c'est quand même un investissement quasiment proche du million d'euros quand même. Pardon, je m'étouffe. Je vous pose cette question parce que quand on sent une tendance et qu'il faut attendre 2 ans, voire plus, pour sortir son jeu, ça crée un décalage. Comment est-ce qu'on reste innovant, notamment par exemple dans la narration, pour avoir des histoires qui restent contemporaines ? Alors en fait, je trouve que c'est une des vertus du secteur du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est sur des temps longs. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le digital, et dès qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît, au bout de 3 semaines, il y a des experts, il y a un nouveau marché. Enfin, ouais. Le jeu vidéo est quand même plus basé sur la temporalité de l'artisanat. Après, au niveau histoire, voilà, nous, l'histoire de notre jeu, c'est une petite fille au 19e siècle, dans l'époque victorienne. Bon, on peut dire que ça n'a pas énormément évolué, on va dire, depuis 150 ans, globalement. Donc en fait, je trouve que le jeu vidéo, après le jeu vidéo, innove en permanence et depuis très longtemps. Typiquement, l'intelligence artificielle, ça fait presque des dizaines d'années qu'elle est déjà présente dans le jeu vidéo, alors que dans le digital, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur ces sujets. Et sur plein de thèmes, c'est comme ça. Donc je dirais que le jeu vidéo a quand même beaucoup d'avance en termes d'innovation. Après, voilà, se raccrocher aux thèmes sociétaux actuels, là, c'est plus dur d'être réactif. Mais peut-être qu'on verra arriver des formats beaucoup plus courts en termes de jeux vidéo qui pourront justement réagir aux thèmes de l'actualité d'une manière beaucoup plus proactive, quoi, en fait. Oui, c'est possible. Ça, ce serait vraiment des tout nouveaux formats très innovants. Il y a autre chose, j'y ai pensé quand j'ai regardé un peu votre parcours d'ailleurs, puisque vous avez démarré dans le drone, vous avez travaillé chez Parrot. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui émergent aujourd'hui autour du drone, l'utilisation des drones ? Dans le jeu, dans l'entertainment en général, effectivement, il y a les courses de drones. Donc moi, d'ailleurs, j'ai organisé chez Parrot la première compétition internationale de drones lors du CES en 2012, ce qui est d'ailleurs a créé derrière en partie Vromber. Aujourd'hui, le drone, c'est une plateforme en fait, c'est un outil et l'idée c'est de l'utiliser dans son métier. Donc effectivement, ça peut apporter des images extraordinaires. Voilà, c'est un œil déporté. Il y a de l'intelligence artificielle qui va largement enrichir en fait les capacités des drones dans les mois, dans les années qui viennent. Et on le voit dans l'agriculture, on va être de plus en plus précis. Dans la viticulture également. Nous, dans ma précédente boîte, on faisait des levées topographiques en carrière pour reconstituer les carrières en 3 dimensions et calculer de manière plus précise l'état et surtout sans risque. Et on ne l'utilise pas dans le jeu encore aujourd'hui ?
Les drones, ce qui est difficile avec un drone, c'est que ça évolue dans les 3 dimensions. D'accord, donc on multiplie de manière exponentielle en fait la difficulté à baliser un circuit en 3 dimensions. La lecture du spectateur sur le circuit est aussi beaucoup plus compliquée. Et puis les drones de course dont on parlait tout à l'heure vont entre 130 et 160 km/h. Pour un objet qui fait cette taille-là, ça va très très vite. Donc c'est difficile à voir pour un spectateur par exemple. Et puis lui, le pilote, il va aussi très très vite. Donc, moi je parlais de l'utilisation pour récupérer des images pour les modélisations 3D par exemple, qui permettraient d'apporter un réalisme extraordinaire. Alors oui, c'est fait on s'en sert pour mapper le monde en fait. On utilise des drones pour faire ce qu'on appelle la technique de la photogrammétrie. Donc on vient faire des photos d'une partie d'un territoire par exemple, et derrière on peut en reconstituer une carte en 3 dimensions et donc se balader à travers cette carte en 3 dimensions. Voilà. Guillaume, un mot de la fin avant la chronique. Le jeu vidéo, effectivement, est très innovant et apporte de l'innovation aussi en dehors même du jeu vidéo. On l'a vu avec Twitch, qui n'existait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui est un carrefour d'audience monstrueux. Et puis, il y a la mondialisation, entre guillemets, qui apporte aussi une dimension absolument incroyable aux jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui, vous jouez avec des Chinois, vous jouez avec des Américains, avec des personnes du monde entier. Et ça apporte aussi un piquant innovant, bien sympathique. Et alors, on a reçu dans Smart Tech Emmanuel Freund et son projet PowerZ qui veut révolutionner l'éducation à travers le jeu vidéo. Donc, on a aussi des enjeux sociétaux, je dirais, qui passent par le jeu. Et puis, on a reçu aussi Alexandre Malch, qui parle d'un vrai nouveau style de vie. Le jeu vidéo n'est plus dédié aux gamers uniquement. Absolument. J'ai même lu ce matin que la région Poitou organisait des sessions de jeux vidéo et d'écriture de CV pour les jeunes pour attirer les jeunes un peu en difficulté et leur permettre une réinsertion un peu plus facile. C'est vrai qu'on n'a pas abordé aussi le e-learning. Enfin, l'innovation dans les jeux, on n'a pas fini d'en parler de toute façon dans Spartech. On aura de nouvelles occasions de le faire. Merci beaucoup à mes invités, à Jean-Bernard Grasset qui était avec nous en visio, cofondateur d'Ultra Noir et de Monochrome, gérant et directeur de création. Merci à Michael Pastor, président de Polyptyque. On vous souhaite bonne chance pour votre levée de fonds aussi et crowdfunding fin avril. Et Guillaume Montevaux, restez avec moi puisque c'est l'heure de votre chronique Game Business.